On va parler contenu, je ne vais pas parler des bonnes pratiques du contenu comme l'a prétendu Mounira en fait. Et parce qu'en fait, les bonnes pratiques, il y en a trop. Moi, je vais me focaliser sur des pratiques qui concernent le lean content, c'est-à-dire des façons d'optimiser les stratégies de contenu et pas simplement de faire du contenu de façon générale, mais comment on peut optimiser les ressources qu'on a et optimiser l'impact qu'on a quand on fait une stratégie de contenu. Petit sondage quand même, on veut tous du contenu. Quelles sont les raisons pour lesquelles on veut du contenu? Je voulais juste m'assurer qu'on est tous alignés là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole spontanément et dire pourquoi on fait des stratégies de contenu ou pourquoi il fait des stratégies de contenu? Quelle est la première raison qui vous vient en tête? Donc oui, c'est effectivement pour aller voir Mounira et prendre du café le matin. Donc, moi j'en ai mis 4 comme ça, est-ce qu'elles vous vont bien? La première, c'est pour faire du trafic, c'est tout ce qui est les aspects SEO, amener des gens sur vos properties en ligne, votre site et votre blog. Deuxième, c'est l'engagement. On a besoin de nourrir des communautés, on veut des retours sur la communauté, on veut que la communauté participe, et donc on a besoin du contenu pour la nourrir. Troisième, c'est thought leadership, ou l'aspect marque, être reconnu, pas simplement de façon massive, mais de façon qualitative sur des sujets bien précis, pour qu'on soit, parce que la personne ou la marque, parce que c'est autant à titre personnel qu'à titre d'entreprise, la personne ou la marque auquel les gens pensent, auquel l'audience pense, sur des sujets bien précis. La quatrième, pardon, très héroïste, c'est de faire des revenus, autrement dit, d'attirer du lead. Donc c'est les 4 raisons principales pour lesquelles toutes les entreprises, les marques et même à titre individuel, les professionnels, les personnes doivent déployer des stratégies de contenu. Avant de parler de comment on optimise, autrement dit, comment on rentre dans des stratégies de lean content, déjà quels sont les piliers qui font d'une stratégie de contenu une bonne stratégie de contenu? Autrement dit, c'est quoi et qu'est-ce qui définit une ligne éditoriale? Alors, indépendamment du fait qu'on soit sur le web, qu'on soit dans le digital, la première chose pour faire de la communication, c'est de connaître son audience, c'est de connaître la communauté, c'est de savoir cibler, et donc d'être community-centric, donc ciblé sur la communauté. Dans le web, et dans le web, surtout le web ouvert 2.0 social, depuis quelques années, ça a changé un petit peu. Il ne suffit pas simplement de savoir à qui on s'adresse, mais il faut aussi s'adresser à ces personnes en parlant de leurs problèmes. C'est-à-dire on ne parle plus de nous-mêmes, on ne parle plus de nous-mêmes en tant que professionnels ou de nous-mêmes en tant que marque ou en tant qu'entreprise, mais on doit déployer des stratégies de communication qui parlent de notre audience, de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs valeurs. Et c'est comme ça qu'ils vont s'intéresser à nous, non pas parce qu'on parle de nous, donc ce n'est plus de la propagande, ce n'est plus centré sur la marque, mais c'est vraiment centré sur l'autre. Deuxième chose, c'est qu'il faut être utile, et ça ne saute pas aux yeux de toute stratège de communication, parce que l'utilité, c'est pas forcément ce qui attire le plus de clics. Donc j'ai par exemple illustré l'utilité par les chats, donc les chats qui envahissent le web et qui sont une façon très facile de faire du clic et de faire du partage. Il y a des amateurs de lolcats devant. Non, il est adorable, non? Il est adorable. Mais elle a complètement craqué, je viens de gagner plein de clics, et il est cliquable. Et voilà, donc avec des chats, on peut se faire facilement de la notoriété, c'est-à-dire on peut faire du volume, mais on ne peut pas faire de réputation. On ne peut pas accrocher une marque, sa marque professionnelle, sa marque en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise ne peut pas être accrochée à du contenu qui n'est pas utile. Donc il faut nourrir sa communauté concernant ses valeurs et ses problèmes, mais de façon utile, rendre sa vie meilleure. Ensuite, il faut être multimédia, tant dans le type de contenu qu'on fabrique. On ne peut pas se contenter de faire juste de l'écrit, il faut de l'écrit, il faut de l'image, il faut de la vidéo, il faut des jeux, il faut des applications, et aussi sur les endroits où on le diffuse. C'est très difficile aujourd'hui de penser que notre audience va être colocalisée sur une seule dimension médiatique. Et donc il faut apprendre à fabriquer divers types de contenus et à diffuser ces types de contenus sur des endroits différents. Et la dernière chose qui est un petit peu triste mais qu'il faut avoir en tête, c'est que l'impact de votre stratégie de communication n'est pas basé que sur sa qualité, mais aussi sur sa quantité. Il faut être extrêmement dense, il faut être extrêmement rigoureux et consistant sur la façon dont on communique. On peut faire des pics de communication sur de l'événementiel, mais on n'obtient pas des résultats à long terme en termes de SEO, en termes de lead gen, en termes d'engagement communautaire, si on ne le fait pas de façon régulière. Les pics, en fait, c'est très facile de faire un communiqué de presse ou de faire un événement ou de faire un jeu qui vont vous amener les pics, mais ça ne se transmet pas ensuite en engagement à long terme si vous ne le faites pas de façon régulière. Donc ça c'est très bien, et quand on se rend compte qu'il faut être community-centrique, qu'il faut être utile, qu'il faut être rigoureux, qu'il faut être fréquent, qu'on ne peut pas s'arrêter donc plusieurs fois par jour en fonction des canaux, bah, ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que moi je vais me concentrer non pas sur ce qu'est une stratégie de contenu, ça vous l'avez vu, mais ce qui est quels sont les outils, les astuces qui font qu'on peut optimiser le rendement, optimiser le ROI d'une ligne éditoriale. Et c'est ce qu'on appelle le lean content. C'est donc un jeu de mots par rapport au lean startup, c'est de faire des choses qui sont ultra pragmatiques sur des cycles très courts en recyclant un maximum les actifs qu'on a déployés pour augmenter leur impact. Et donc là, ce que je voulais faire, c'est une première mondiale. C'est de mesurer le taux de graisse en temps réel d'une salle entière.
Et là, la salle se vide à moitié. C'est pour ça en fait que je vous ai servi les croissants ce matin. Donc en fait, on a un petit outil, si tu peux le passer, un petit outil en ligne qu'on appelait un Lean Content Grader. C'est une façon de mesurer. En fait, c'est un petit jeu. On va faire, ça va être super rapide parce que sinon il n'y a pas assez de temps pour les autres qui viennent derrière. Donc il va falloir que vous jouiez pour de vrai et que vous répondiez. Admettons que dans la salle il y a des gens qui sont dans le marketing. Est-ce possible? Admettons que dans cette salle, les gens qui sont dans le marketing ont une conscience de ce qu'est le content marketing. Donc vous êtes soit content marketer, soit directeur contenu, soit vous participez d'une façon ou d'une autre à une ligne éditoriale. On va poser quelques questions rapidement et mesurer votre taux de graisse. Autrement dit, voir si vous utilisez, si vous optimisez vos actifs ou si vous redépensez à chaque fois beaucoup d'argent pour chaque contenu. Donc allons-y. Alors première question, tu peux scroller un petit peu pour qu'on les... Alors je sais bien, c'est des statistiques, normalement je ne vais pas passer tout le monde, donc on dit que là on est dans une seule équipe, il y a une seule cas, qui veut répondre? Qu'est-ce qui caractérise le mieux la taille de votre équipe? C'est juste pour savoir où on est. Une seule personne, 4 personnes, une cohorte de gros fighters, non? 4 personnes. Voilà, en haut à droite. Ça tombe bien, c'est notre sweet spot. C'est effectivement, la fréquence. Quand est-ce que vous bloguez? Vous bloguez pas? 1 à 3 fois par mois? 4 fois par mois? Bloguer. Quand est-ce que vous écrivez un blog post? Allez, quelqu'un se lance. 2 fois par mois. Voilà, le deuxième. Pas mal. Quand vous mettez du contenu sur vos blog posts, est-ce que vous avez des boutons pour viraliser le contenu, pour le partager de façon... C'est complètement trivial, mais vous savez qu'il y a des gens qui ne pensent pas. Oui, vous les avez tous? Sauf le dernier. Le dernier qui est non, vous ne l'avez pas. Ça me paraît qu'on est dans du bon, là. Et votre contenu, est-ce qu'il y a des CTA? Les CTA, ils amènent où? Tout le monde sait ce qu'est un CTA. Il y a du gros niveau. Là. Allez, alors, on met quoi? Donc, of course, le premier. Tu vois qu'on va exploser les scores. On a fait tourner ça auprès de plein d'experts de médias sociaux et contenus. C'est assez intéressant de voir les résultats. Quand vous écrivez un blog post, ou un contenu d'une façon générale, un PDF, une présentation, une vidéo, ce contenu va avoir une vie unique, ou est-ce que vous allez ensuite le découper en petits morceaux et le recycler et faire plusieurs contenus qui vont hériter en fait du contenu premier? Et elle le fait pas. Never. Mais never, sinon ils vont tous avoir des super bonnes notes, on va pas s'en sortir. Merci beaucoup pour votre participation. les... les newsletters, qui c'est qui se lance sur la fréquence des newsletters? Monthly. Monthly c'est bien. C'est bien Monthly. C'est un peu mou Monthly, mais c'est pas mal. Et vous avez des pages qui représentent votre marque sur des présences sur quels médias sociaux? Facebook, LinkedIn. Attends, là, la réponse? Celui du milieu, elle sait pas. Donc tu mets pas celui du milieu. Voilà, tu les mets tous sauf celui du milieu. Et vous partagez avec quelle fréquence? Là, je vais pas toujours demander la même parce que sinon c'est pas rigolo. Une fréquence de partage sur les médias sociaux? 1 à 2 fois par jour. Ça, c'est comment vous diffusez les contenus que vous avez mis sur votre blog. Parce que parfois, on partage sur les médias sociaux quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre, pas forcément ce qu'on a écrit soi-même. Mais quand vous écrivez sur votre blog, combien de fois? Est-ce que vous recyclez vos contenus? Vous avez écrit un blog post. Au moment où vous publiez le blog post, vous le partagez. Est-ce que vous le repartagez après de façon régulière? Always? Always. Vas-y, mets always. Est-ce que vos employés, vos collaborateurs, vos amis proches contribuent à amplifier vos contenus, contribuent à la stratégie? Non mais lui, c'est tout, lui, quelqu'un d'autre. Oui? Vos amis contribuent? Ça tombe bien. Always. Donc ce sont des avocats, c'est employé advocacy, ce sont des bons amis. Ouais. Et quand vous partagez sur les médias sociaux un contenu, ça amène où? Quand on clique dessus, ça va où? Ça va sur le contenu original ou ça ramène chez vous? Sur Scoopit. Il y a quelqu'un qui vient de gagner une coupe de champagne. Donc vous partagez le contenu de quelqu'un d'autre, le lien, quand vous partagez sur Twitter, vous trouvez un super bon contenu quelque part, vous le partagez à partir du média, et ça va où quand vous cliquez dessus? Sur votre site ou sur votre site? Ouais, c'est ce qu'il faut faire, ouais. Mais... Pardon? Ouais, bah ouais, elle est bien, vas-y.
Allez, I mostly share my content. Voilà. Voilà. Et là, on va jouer pour de vrai. Qui se lance en donnant l'URL de son site? Vas-y. Double-numérique.com. Vas-y. Non, Double-numérique.com. numérique. Bah non. Et c'est une URL. C'est le matin en même temps. .com. Ah ouais, non, ok. Donc. Et là, on est en train de faire du lead gen, mais on te connaît déjà. Oui, j'avais oublié qu'il y avait ce truc-là, ça va être un petit peu... Remets la présentation, mais je vais continuer dessus. Voilà, donc on a ce petit grader qu'on fait comme ça et qui permet très rapidement de se remettre en tête des idées qui sont toutes simples, qui sont complètement triviales, qui sont beaucoup plus simples que de créer du contenu, mais qui sont toutes les façons dont on a d'optimiser le contenu et d'optimiser l'impact de vos investissements. Tu peux le relancer? C'est en haut à droite, lire là. Si tu cliques sur lire, ça doit le faire. Voilà, et donc de ça, on a tiré 6 bonnes pratiques qui sont complètement triviales, mais que les gens oublient. Ne commencez pas à me dire qu'il y en a 7. Ah merde, il y en a 7. 6 bonnes pratiques et une qui est vraiment très très bonne, et c'est le bonus du jour. C'était au cas où il n'y avait plus de café, je vous avais mis une pratique supplémentaire. Alors la première pratique... Ah pardon, il y a des gens qui s'intéressaient en fait à la photo, c'est pas grave. La première pratique, c'est le recyclage. Donc il y a 2 façons de recycler, dans l'espace et dans le temps. Ça paraît un petit peu scientifique, mais c'est complètement évident. Recycler dans l'espace, c'est dès que vous avez fabriqué un contenu, par exemple un événement, une conférence, c'est un contenu, il faut systématiquement le décomposer en plein de sous-contenus. Donc si vous faites une conférence, il y aura une vidéo, il y aura un slide share, il y aura des photos, il y aura des tweets, il y aura un blog post. Le blog post, ensuite, vous allez le découper. Par exemple, ici, si je faisais un blog post qui s'appelait les 6 meilleures pratiques, je pourrais faire en fait 6 blog posts spécialisés sur chacune des pratiques derrière. Je pourrais aussi faire un sondage autour et utiliser les données que vous m'avez données tout à l'heure sur le grader pour faire des statistiques représentatives d'une population de content marketeurs experts parisiens. Et donc ça, c'est systématique. Quand vous êtes dans une stratégie de contenu, chaque idée doit donner au moins 10 contenus. Ensuite, c'est recycler dans le temps. Et ça, c'est terrifiant à quel point les gens oublient de faire ça. C'est que quand vous avez un blog post ou un contenu qui marche, recyclez-le. C'est pas du spam. Quand on partage sur Facebook, quand on partage sur Twitter, surtout sur Twitter, le lifespan est d'une quarantaine de secondes. Il y a une grande probabilité que la plupart des gens ne l'ont pas vu, donc c'est pas grave si vous recyclez. Et donc, automatisez, systématisez le recyclage dans le temps de vos contenus. Vous pouvez suivre éventuellement l'impact de chaque diffusion et continuer à republier du contenu de façon régulière tant que l'impact est au-dessus d'un certain seuil. Nous, on aime bien dire que tant qu'on est à... Le premier impact, c'est le plus grand, c'est le pic initial, et tant qu'on est à au moins 50% en termes d'impact du pic initial, on peut continuer à le faire. Donc il y a une espèce de long tail comme ça pour tous les contenus. Et c'est remarquable, si vous avez une idée, c'est 10 contenus, et si chacun des 10 contenus est republié 10 fois, vous avez déjà 100 occasions de publication sur un seul contenu créé. Et ça marche, et ce n'est pas considéré comme du spam. Troisième pratique, et merci beaucoup pour votre réponse, c'est avoir un content hub, c'est-à-dire ne pas diffuser, ne pas nourrir les médias sociaux gratuitement. C'est très bien d'un point de vue philosophique de partager le contenu des autres, et c'est sympa de s'engager sur sa communauté avec du contenu de qualité, mais il faut que tout ce que vous diffusiez revienne sur une place qui vous appartient, où vous pouvez vous engager à long terme. Alors c'est trivial, et c'est ce qu'on fait quand on a un blog. Cependant, sur un blog ou sur un site, on va mettre du contenu frais et du contenu original à fréquence faible. Comme on le disait tout à l'heure, si on arrive à bloguer 2 fois par mois, on fait partie des meilleurs. Je ne sais pas si ça correspond à peu près à vos stats, mais c'est super dur de bloguer plusieurs fois par jour, et ce serait même probablement pas faisable. En revanche, on communique sur les médias sociaux plusieurs fois par jour, et donc le message ici, c'est quand vous envoyez un contenu, où doit aller l'audience qui a cliqué sur ce contenu. Quand vous nourrissez votre audience sur les médias sociaux, c'est pas un blog post que vous venez d'écrire, puisque le blog post, vous l'avez déjà écrit hier, et puis là, vous l'avez écrit lundi, là on est mardi, et mardi, vous allez envoyer 3 tweets. Qu'est-ce qu'il advient du trafic que vous créez en nourrissant votre audience sur Twitter? Il faut que ce trafic revienne chez vous. S'il ne peut pas revenir sur votre blog, il faut qu'il revienne sur un autre endroit, un content hub, une maison pour votre contenu, sur lequel vous pouvez vous engager.
Ça peut être des directories, des sous-directories, des sous-pages dans votre blog. Mais prenez cette habitude que si vous faites des efforts pour nourrir une audience sur les médias sociaux, faites en sorte que cette audience, une fois engagée, revienne chez vous. C'est ainsi qu'on augmente bien évidemment son impact en SEO et c'est aussi ainsi qu'on arrive à transformer les personnes qui vous visitent en leads éventuels parce que vous ne pouvez pas créer du lead sur les sites des autres. Et ça, c'est bizarre, mais à quel point les gens n'ont pas cette bonne pratique. Et le problème vient du fait que pendant longtemps, on a créé des silos entre les personnes qui gèrent le site et dont la performance va être mesurée en termes de trafic et en termes de leads, et une autre personne qui va gérer les médias sociaux, et donc la performance va être mesurée en termes d'engagement, en termes de likes, en termes de share, etc. Et en fait, les deux doivent travailler conjointement. Et c'est ça le message important ici. Il faut casser les silos entre site et blog. Et dès que vous nourrissez quelqu'un, votre audience sur les médias sociaux, ramenez le trafic et bénéficiez du SEO juice et bénéficier de l'engagement qui est derrière. Alors une autre chose dont j'ai beaucoup de mal à ne pas parler, c'est que la curation, c'est aussi une bonne pratique de faire du contenu. Il y a peut-être des gens qui savent que je suis un petit peu bavard sur la curation, donc je vais essayer d'être bonjour. Et je crois qu'il reste du café. Ils voulaient finir, mais j'ai dit non, ils arrivent, là on va... Donc la curation, je rappelle, c'est la découverte, l'enrichissement et le partage de contenu tierces. C'est un point qui est super important, c'est le côté enrichissement. La découverte, on le fait tous parce qu'on est des pros, donc on passe du temps à lire, qu'on le veuille ou pas, de façon sérendipiteuse ou de façon systématique, organisée. On consomme beaucoup de contenu. La super bonne idée, c'est de recycler le contenu qu'on lit dans une ligne éditoriale. Autrement dit, bénéficier pour votre propre ligne de la ligne des autres. C'est pas du vol, c'est en fait ce qu'on aime. Quand on écrit, quand on fabrique du contenu, on adore que d'autres professionnels le découvrent et le réutilisent. Le point important, c'est que ça s'appelle de la curation que si vous l'enrichissez. Pour deux raisons. D'abord, pour votre audience va s'engager avec vous quand vous partagez du contenu d'autrui, si vous avez rajouté de la valeur. Deuxième chose, votre enrichissement, c'est du contenu original et c'est très apprécié par tous les robots de ce monde. Donc la curation, c'est vraiment de systématiser ces trois actes. Le bénéfice qu'on tire de façon immédiate d'organiser ou de systématiser sa curation, et là je ne fais pas de pub pour un produit donné, c'est vraiment une question d'organisation dans une ligne éditoriale indépendamment de l'outillage. Premièrement, c'est que ça vous aide à acquérir de la connaissance. C'est une façon de faire de la veille super efficace. Si vous vous dites, dès que quelqu'un écrit quelque chose d'intéressant sur mon domaine, sur mes valeurs ou sur le problème de ma communauté, je vais le recycler, ça vous met dans un mindset d'apprendre ce qui se dit et de progresser en termes de connaissances. Bien évidemment, c'est aussi une source infinie de contenu. Vous avez une newsroom ici de 2 milliards de personnes, ça serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Et quand vous systématisez la curation, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas limité à votre force de frappe. On a dit tout à l'heure que 4 personnes dans une équipe de marketing de contenu, c'est déjà beaucoup. Donc même si on peut sous-traiter à des agences ou à des freelancers, on est de toute façon limité en contenu et aussi en inspiration. C'est quelque chose qui est super important. Faire la curation vous donne aussi des idées d'augmenter votre ligne éditoriale au-delà du spectre qui vous est naturel. Et bien évidemment, ça prend beaucoup moins de temps. Alors, j'insiste sur le fait que ça prend moins de temps parce que c'est pas trivial, ça prend du temps. Voilà, le moins de temps, c'est pas à temps zéro. Un bon curateur, il passe beaucoup d'efforts à trouver du contenu qui rentre de façon cohérente dans sa ligne éditoriale, mais il passe aussi du temps et des efforts à l'enrichir. Cet enrichissement, c'est une valeur. Nous, on a fait des calculs de ROI, c'est beaucoup plus rapide de curer que de créer, mais il ne faut pas s'attendre à une pile miracle où les choses vont se faire de façon automatique. Un autre bénéfice dont on parle assez rarement et qui est frappant en particulier en B2B, pas seulement en B2B mais en B2B, c'est que si vous êtes 100% de la source du contenu que vous éditez, vous allez perdre votre crédibilité. La crédibilité, puisque là, on ne parle plus de notre marque, on parle des valeurs de notre audience, on parle des problèmes qu'a notre audience. Et si vous êtes les seuls à l'adresser et que 100% de votre contenu est signé par vous-même, c'est prouvé, votre crédibilité va baisser. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est la preuve du tiers. Quand vous passez le contenu d'autrui, quand cet autrui est en cohérence avec votre ligne éditoriale, vous êtes beaucoup plus crédible. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si je recycle le contenu de quelqu'un d'autre, je perds mon authorship. Et ah oui, c'est pas moi qui l'ai signé. Donc, c'est en fait totalement nécessaire. Et il y a des études, on a des études statistiques, on pourra partager les liens, qui prouvent que c'est genre 2 fois, 3 fois, 4 fois meilleur d'un point de vue crédibilité de partager le contenu d'autrui. Donc, on est dans un ROI flagrant d'augmenter une ligne éditoriale avec de la curation. Je ne dis pas remplacer, mais de l'augmenter. Faire une ligne éditoriale qui est 100% basée sur du contenu original marche beaucoup moins en termes héroïstes que si on partage le contenu d'autrui. Et donc quand je vous dis que c'est rentable, on est allé jusqu'à le mesurer. Donc on a, chez Scooby, on a 2,5 millions d'utilisateurs et 4000 entreprises qui utilisent la version business. Ça commence à être suffisant pour faire des stats qui ont des valeurs mathématiques. Donc on a demandé, alors, sur les 4 raisons
de faire du contenu, le trafic ou le SEO, l'engagement communautaire, le leadership d'opinion et la génération de leads, on a demandé aux gens de comparer pour 1 € ou 1 $ investi sur du contenu créé et versus du contenu curé, quel est l'impact. Alors bien évidemment, en termes de contenu, de volume, c'est à peu près 5 fois moins cher de faire de la curation que de faire de la création. C'est intéressant de voir que bien que ça se dégrade un petit peu quand on se balade le long de la chaîne, on arrive quand même à 50% d'efficacité ROI supplémentaire sur du contenu partagé versus du contenu créé. Donc ça, c'est une preuve qui dépasse la philosophie sharing is caring et tout ça, c'est très philosophique de dire que la curation c'est bien. Moi je pense que la curation c'est bien parce que j'aime bien cette idée de la connaissance fluide et du web ouvert où les gens peuvent partager ce qu'ils font. Mais si on rentre dans une logique très héroïste et très business, on a aussi la démonstration mathématique que c'est efficace. Donc très rapidement, avant de passer la main aux deux intervenants suivants qui vont mettre un point spécial sur la façon dont on peut utiliser une équipe et travailler en équipe pour d'une part augmenter la façon dont on source du contenu, mais aussi dont on amplifie et distribue le contenu. Je voulais juste vous rappeler très rapidement qu'on a un produit qui s'appelle Scoop It Content Director, qui n'est pas le Scoop It que vous connaissez peut-être quand vous venez librement sur le site, et juste pour le connecter ce produit aux bonnes pratiques. Donc ce produit-là, il vous propose d'organiser votre contenu selon une stratégie éditoriale qui est organisée selon le temps. Donc vous allez avoir des properties, des sites web, des pages, des endroits où vous voulez attirer du SEO, où vous voulez attirer des gens, où vous voulez générer du leads. Et ce qu'on va faire, c'est simplement se donner des objectifs dans le temps. Donc c'est cette idée d'avoir une éditoriale qui est organisée dans le temps, y compris en recyclant les contenus de façon régulière. Si un bon contenu a marché sur le blog, bah peut-être qu'on va le tweeter 3 fois dans la journée où il sort, et puis 2 fois dans la journée d'après. Et puis s'il s'avère que c'est un contenu evergreen, bah on va le recycler encore à l'infini dans le temps. Donc on se donne des objectifs dans le temps, à la fois en termes de destination, donc les blogs ou les pages du site sur lesquelles on veut attirer du trafic, mais également en termes de canaux de distribution, donc ce qui rejoint le employé advocacy. Ce que vous voyez ici, c'est que on a plusieurs personnes qui travaillent dans la boîte, qui mettent leurs credentials sur les médias sociaux dans le produit. Alors ça peut être Twitter, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook. Et quand notre content marketer va diffuser un contenu sur un blog ou sur un média social, on peut décider que ce contenu va être amplifié par des employés ou des contributeurs de la compagnie. Et cette façon d'amplifier va jusqu'aux newsletters. Donc je posais la question tout à l'heure sur la fréquence des newsletters. Si vous avez une stratégie éditoriale qui consiste à nourrir un blog et nourrir des médias sociaux, ça serait vraiment dommage de ne pas recycler ce même contenu à l'intérieur de votre newsletter. Ce qui veut dire qu'une newsletter n'est pas forcément à chaque fois un contenu original, mais c'est en fait un canal de recyclage et de redistribution de contenu déjà fabriqué. Donc ici, nous, on met tous les objectifs en fonction de toutes les destinations, en fonction de tous les canaux de distribution. On met les employés, advocates, j'ai bien dit, on met tous les contributeurs à cette amplification sur la machine, y compris les newsletters, et on n'a plus qu'à définir les objectifs par temps, combien de contenu je veux par jour et par canal, et la machine fait le reste. Alors ce contenu, bien évidemment, en général, on le crée, et puis quand on n'en a pas, quand on manque d'inspiration, quand on manque de temps, mais qu'on a un objectif, tiens là, il nous faut un tweet, là, ou là, il nous faut une newsletter, ben, on a ce fameux moteur de veille qui est derrière, qui est donc le tab contenu, et qui va rechercher de façon régulière du contenu sur les médias sociaux en fonction d'un certain nombre de mots-clés, de filtres et de règles qu'on lui donne, de sorte à ce que la veille sur les contenus qui vous intéressent pour votre ligne éditoriale soit faite en background. Vous n'avez pas besoin de l'invoquer à un instant donné, on s'en charge et on tourne toujours derrière. Aujourd'hui, on utilise toutes les API ouvertes du web, de Google, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. Mais aussi, on a un index de 30 millions de pages qu'on navigue tous les jours. Et à chaque fois que vous trouvez un nouveau contenu sur un site qu'on n'aurait pas connu avant, on le rajoute dans l'index, donc vous allez pouvoir le suivre. Et donc c'est un moteur qui apprend, et au fur et à mesure que vous l'utilisez, il va trouver du contenu qui correspond de plus en plus à votre besoin et permettre de remplir ces cases rouges dans votre ligne éditoriale. Donc c'est vraiment géré par le temps et par l'objectif. Et oui, j'ai pas pu me passer d'un petit chat. Non, je sais. J'ai une petite faiblesse. Et non, et ça, c'est juste pour montrer que quand on est dans un canal de distribution, par exemple sur Twitter, ah ben là, j'avais dit que dans mon objectif, il faut que je tweete 3 fois aujourd'hui, mais je ne vais pas bloguer 3 fois aujourd'hui. Donc quand on clique sur un objectif, ce que fait la machine, c'est au lieu de vous proposer du contenu original, on va commencer par vous montrer les contenus que vous avez déjà publiés, qui ont été les plus successful, et vous avez un carrousel, comme ça vous pouvez vous balader rapidement, et ça, une implémentation de cette bonne pratique de recyclage dans le temps du contenu, est vraiment, vraiment épuiser les capacités d'audience, épuiser les capacités de trafic de chaque contenu que vous avez fait. C'est très cher de créer un contenu, c'est très astucieux ensuite de multiplier l'impact de ce contenu.
Voilà, et dernièrement, il y a l'aspect héroïsme dont Héloïse va nous parler un petit peu. C'est pas simplement de dire il faut qu'une stratégie de contenu soit héroïste, ça paraît complètement évident puisqu'on est tous dans le business et on fait pas ça uniquement pour le plaisir de diffuser, même si c'est intéressant d'être soi-même un média à titre personnel, on fait ça pour des raisons héroïstes. Mais là, le message est plus important que ça, c'est que quand vous faites une stratégie de contenu pour être lean, pour être efficace, il faut mesurer le ROI sur des cycles super courts. Alors c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit la stratégie de contenu, créer par exemple une notion de marque, déjà c'est super dur à mesurer, et puis en plus ça ne se fait pas rapidement. Le SEO il n'arrive pas non plus rapidement. Donc ce qu'il faut faire, c'est se donner des objectifs très précis sur des choses qui sont mesurables sur des cycles courts et de façon ultra itérative, mesurées de façon constante. Alors les KPIs, on a le nombre de vues, on a le nombre de visiteurs, nous on a le nombre de leads aussi, si jamais vous branchez du lead gen sur votre blog. Mais il y a le type d'engagement sur les médias sociaux, mais quels que soient les KPIs que vous utilisez, le ROI à la fin du jour, vous allez le mesurer à la fin de l'année ou à la fin d'un quarter. Mais en tant que content marketer, habituez-vous à avoir des cycles super courts et d'optimiser ainsi le résultat de ce que vous faites en temps réel. C'est les pratiques du lean qui consistent à éviter de rentrer dans des master plans à 5 ans et, à apprendre en fonction de ce qu'on fait de façon régulière. Donc c'est pour ça qu'on a mis un calendrier pour être géré dans le temps, un tab contenu qui vous fait votre veille en background de façon constante, et derrière des analytics où vous pouvez définir les KPIs de votre performance.